Professeur Duchesne, oui, bonjour. Bonsoir tout le monde. Docteur Bonsoir, Là. bonsoir. Oui, elle est en train de préparer le patient. Bonsoir Bernard et merci encore d'avoir accepté d'intervenir ce soir. Philippe, c'est ici. avec plaisir. Merci. En pratique, le cas que l'on va vous présenter est un cas de greffe transfixiante, c'est-à-dire une greffe qui va concerner l'ensemble des couches de la cornée. Et c'est un patient, en fait, un jeune patient d'un peu plus de 30 ans qui, il y a 6 ans, a eu une brûlure unilatérale avec une projection de plastique brûlant. Et donc, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte quand on montrera la situation, son œil est complètement opaque. La cornée, donc c'est-à-dire la fenêtre extérieure de l'œil, le premier dioptre de l'œil, la première lentille constitutive de l'œil, est complètement opaque à cause de cette brûlure. Il existe, comme vous le voyez sur la diapositive, différents types de greffes. Et nous pratiquons ici, avec toute l'équipe, le docteur La, le docteur Hick, le docteur Tilquin et moi-même, l'ensemble de ces greffes. Il existe des greffes transfixiantes, c'est celle qu'on va faire et qui sera associée également à une intervention d'extraction du cristallin, parce que le cristallin est complètement opaque également chez ce patient. Mais il existe également des greffes lamellaires antérieures et postérieures, des greffes également de membrane amniotique dans certaines situations. On peut passer la diapositive suivante. Vous voyez ici en fait la cornée en histologie. Et j'ai noté les différents types de greffes qui peuvent être réalisées. PK, c'est une greffe transfixiante, c'est ce qu'on appelle en anglais penetrating keratoplasty. Et puis alors, il y a toutes les autres greffes, les DIMEC, les ultracines dissèques, les DALC, qui sont des greffes lamellaires où on ne remplace qu'une partie de la cornée. On va voir sur la diapositive suivante que quand on fait une greffe transfixiante, le hublot transparent que l'on voit sur cette image, toute la partie rouge est remplacée. C'est donc une partie complète de la cornée qui est remplacée. On va passer à la diapositive suivante. Voici l'image en fait d'une greffe transfixiante avec des sutures en place. C'est ce que nous allons réaliser, mais sur un œil totalement opaque, alors qu'ici, il s'agissait d'une intervention sur un œil avec une déformation importante. Diapositive suivante. Une greffe lamellaire antérieure, par exemple, quand la pathologie ne concerne que la partie antérieure de la cornée, on ne va remplacer que cette partie-là, permettant alors de conserver la couche interne de la cornée qu'on appelle l'endothélium et la membrane de De Smet, qui sont des couches qui sont responsables la plupart du temps des rejets. Et donc, dans ce cas-là, on ne consacre pas justement cet endothélium et on a la possibilité de diminuer le risque de rejet. Diapositive, ça c'est les dessins des différents types de greffes lamellaires antérieures. Et on peut passer à la diapositive suivante encore, et où on voit les greffes lamellaires postérieures, qui sont les greffes que l'on a réalisées mardi dernier dans le cadre du festival, et où on ne remplace que la partie postérieure de la cornée. Il existe différentes techniques et on peut être très fier en Belgique d'avoir une très grosse étude qui est commanditée par le KCE sur l'intérêt de l'une et l'autre technique, la DISEC, qui est une technique automatisée mécanisée, et une technique DIMEC, qui est une technique manuelle, et où on fait actuellement la comparaison par 14 chirurgiens belges au niveau national. Cette étude est coordonnée par le professeur Dubgail à la VUB et moi-même ici à Liège. Donc on est vraiment très fiers parce que c'est une très grosse étude et ça n'a jamais été fait au niveau mondial de comparer comme ça ces deux techniques. On va maintenant passer au champ opératoire et donc j'en ai terminé avec la présentation. On va maintenant préparer le patient et quand on est prêt pour commencer l'intervention, je vous propose, si vous n'avez pas de questions pour le moment, je vous propose éventuellement de reprendre quand nous serons prêts pour la chirurgie. Professeur Duchesne, on est de retour avec vous. Les profs, on avance bien. Et docteur Là. On est revenu en ophtalmologie, là. Salut Gaut. Bernard, tu nous entends? Je vous entends, mais on a un son un peu parasité. D'accord, mais nous on t'entend bien, on voit bien. Parfait. On te voit toi, mais on voit bien l'œil. Impeccable. Donc en fait, vous voyez une cornée totalement opacifiée par la brûlure.
Le docteur là, qui procède à l'intervention, va maintenant faire le marquage du positionnement des différentes sutures. Et donc, en fait, on a préalablement marqué avec de l'encre. Et on va maintenant procéder à la trépanation de la cornée, c'est-à-dire qu'on va utiliser une lame circulaire. Cette lame circulaire va être positionnée sur le dôme cornéen. On va ensuite procéder par quart de tour. Vous allez voir que cette lame va progressivement descendre. On vérifie que le centrage est correct. Et là maintenant, à chaque tour, en fait, eh bien, la lame descend d'environ 0,25 et donc l'objectif est de trépaner. Vous allez voir à un moment donné l'humeur aqueuse qui va, voilà, qui est maintenant sortie. Et donc, voilà, très bien, parfait. Et donc maintenant, on va utiliser un gel qui s'appelle de l'acide hyaluronique. Ce gel va permettre de combler la chambre antérieure de l'œil. Et puis, on va procéder à la trépanation, terminer la trépanation avec des ciseaux. La cornée n'ayant pas la même épaisseur partout, quand une lame circulaire descend de façon concentrique, forcément, elle ne coupe pas au même endroit partout de la même manière. Donc maintenant, Madame là utilise des ciseaux dits de Castroviejo, qui est un des grands noms de la chirurgie cornéenne. Et en fait, on va utiliser progressivement une lame, des ciseaux courbes droit et gauche. On voit déjà à l'arrière qu'en réalité, le cristallin, la cataracte est totale en fait derrière. Et donc en fait, on est dans un cas un peu particulier où on va devoir peut-être réagir par des techniques inhabituelles. Parce que dans le contexte d'une brûlure, ce n'est jamais une chirurgie programmée de façon tout à fait classique. Et donc on devra peut-être réagir de façon un peu moins conventionnelle que ce que l'on fait habituellement. Donc vous voyez qu'on procède à la découpe complète de la cornée. Comme ceci. La cornée, en fait, fait 540 microns d'épaisseur en temps normal. Ici, on va ensuite mettre un colorant pour essayer de colorier la capsule antérieure du cristallin. Ce bleu est en réalité... de l'ordre d'un peu plus d'un demi-millimètre l'épaisseur. Exactement, oui, tout à fait. Ça fait 540 microns en moyenne. Ici, elle était un tout petit peu moins épaisse que ce que l'on observe habituellement. Là, le docteur là est en train de mettre du Vision Blue, qui est en fait un bleu de méthylène, qui va permettre de colorier la capsule antérieure et d'essayer de la visualiser. Parce que d'habitude, quand on opère de la cataracte, on parvient à voir grâce au reflet de la rétine. Et ici, malheureusement, eh bien, nous n'avons pas ce reflet. Et nous n'avons donc pas la possibilité de visualiser aussi bien la capsule. Alors, on va remettre du Hilon. Et on va faire une technique de l'enveloppe, vraisemblablement, à moins qu'on ne parvienne à faire un rexis, mais on va voir comment ça se passe. Et puis ensuite, on procédera à l'extraction du cristallin. Donc on va voir si on parvient à faire un rexis. Le rexis, en fait, donc le cristallin, qui est la petite loupe à l'intérieur de l'œil qui se trouve derrière l'iris, est entouré d'une capsule. Cette capsule fait environ 10-12 microns d'épaisseur. Pour pouvoir enlever le contenu du cristallin, on est obligé d'ouvrir. Voilà. On vient de voir une toute petite ouverture dans la capsule antérieure du cristallin. Là maintenant, Madame là utilise une pince à capsulorhexis et elle va procéder à une découpe circulaire qui, dans un contexte comme ceci, à ciel ouvert, est particulièrement difficile. Et cette découpe circulaire permet d'accéder au noyau du cristallin, que l'on va ensuite expulser pour enlever cette opacité majeure observée ici. Alors,
On termine ce capsulorhexis. Vous voyez que ce sont des structures très très fines et qui malheureusement dans le cas présent ont été endommagées par la brûlure, donc c'est dire l'intensité de la brûlure. Et donc les structures ne sont pas classiques, elles n'ont pas la texture habituelle que l'on observe dans une intervention de cataracte conventionnelle. Raison pour laquelle, par sécurité, le docteur là vient d'utiliser une paire de ciseaux pour terminer, parce qu'à cet endroit-là, ça collait beaucoup trop. Le capsulorhexis est maintenant réalisé. On va procéder maintenant à une hydrodissection, c'est-à-dire qu'on va disséquer en quelque sorte, grâce à de l'eau, le cristallin de son enveloppe. Et puis à l'aide de 2 instruments arrondis, le docteur là va procéder à l'extraction par pression contre pression de l'intérieur du cristallin. Vous allez voir, ce geste est assez impressionnant. Ça va permettre effectivement de retirer cette opacité majeure. Et puis ensuite, nous nettoierons le sac cristallinien. La pression contre pression est maintenant réalisée et on voit l'extraction du cristallin qui est en 2 pièces ici en l'occurrence. Et on revoit maintenant à l'arrière le reflet rétinien, donc le reflet normal. Vous voyez que ce cristallin est complètement opaque. On va l'enlever avec une petite éponge. Voilà. Donc ça, c'est les 2 morceaux du cristallin qui sont complètement opacifiés et qui sont encore mous parce que le patient est jeune en réalité. On va maintenant nettoyer le sac du cristallin pour mettre ensuite l'implant à l'intérieur du sac cristallinien et puis on réalisera la greffe. Donc ici, on va nettoyer à l'aide de ce qu'on appelle une canule double courant qui injecte de l'eau et qui dans le même temps permet d'enlever les masses résiduelles du cristallin. On va ensuite nous donner l'implant. Un implant, c'est une partie optique transparente qui va compenser ce que le cristallin réalisait comme puissance optique. Pour rappel, la cornée, en fait, est le dioptre le plus puissant dans un œil. Ça représente environ 40 dioptries, 40-43 dioptries. Et le cristallin, à lui tout seul, en représente 20, 21, 22, selon la longueur de l'œil. Ici, en l'occurrence, nous avons choisi un implant dont la puissance est de 22 dioptries. Et ça permettra de compenser ce qu'on vient d'enlever, c'est-à-dire le cristallin. Là, on procède au nettoyage des masses. Ces masses doivent être nettoyées pour éviter qu'il n'y ait trop de cellules à la périphérie du cristallin. On va ensuite, quand l'ensemble de ces masses seront nettoyées, voilà. Quand l'ensemble des masses seront nettoyées, il reste les masses à midi à aller enlever. On utilisera alors un gel que l'on va mettre à l'avant de l'œil. Voilà, il reste encore une petite masse du côté temporal que voici. Et maintenant, on va utiliser un gel, de nouveau l'acide hyaluronique, pour charger l'ensemble, pour reformer, si vous voulez, la cavité naturelle du cristallin. Voilà. On met le gel et puis on va mettre l'implant. Une fois que l'implant sera mis, on mettra la greffe en place et commencera alors la suture. Et là, vous pourrez passer à une autre salle. Mais donc, il reste encore 2-3 minutes et puis on rendra, j'allais dire l'antenne, mais pas du tout. Alors, en fait... Mais si tu es à l'antenne, on peut dire comme ça. Oui. Comme les grandes stars. Voilà l'implant qui est mis en place. La star, en l'occurrence, Philippe, c'est Céline qui est en train d'opérer. Et puis, on ne fait rien sans des anesthésistes, on ne fait rien sans des infirmières.
C'est exact. Donna. C'est une grosse équipe qu'on mobilise. Oui, Donna, toute la soirée. Vanessa, Nicolas, enfin bref, tout le personnel qui a accepté de rester ici ce soir. L'implant est mis. Mais c'est pour une grande première aussi. L'implant est mis en place maintenant et vous voyez qu'un implant est constitué d'une partie transparente centrale et de deux petites pattes qu'on appelle les haptiques. Donc il y a la partie optique transparente qui a une certaine puissance et puis une partie haptique qui sont des petites pattes qui vont aller s'épauler dans l'angle, dans l'équateur du sac cristallinien pour stabiliser l'implant. Une fois que cet implant est mis en place, on va remettre du visqueux par-dessus et puis on va positionner l'implant. Et puis on fera la suture. Et là, la suture, elle est un petit peu plus longue et donc on vous rappellera quand la suture sera à la fin. Mais en l'occurrence, on va déjà positionner le greffon. Madame là a un petit côté maniaque comme ça et qui fait qu'elle veut toujours que les trépanations soient absolument parfaites. Elle a tout à fait raison au demeurant, parce qu'en fait, ces petites bavures qui sont liées à une trépanation faite de façon légèrement conique avec ce type de trépan conduisent à un astigmatisme un peu trop important. Donc c'est intéressant de faire cette petite découpe qui est réalisée maintenant des résidus coniques de la trépanation. Pendant ce temps-là, les haptiques de l'implant se positionnent calmement. Voilà. Comme je le disais l'autre jour, hein, Philippe, Madame là a cette faculté d'être parfaitement calme dans des circonstances comme celle-ci, alors que moi, je ne le suis plus. Et je trouve que ça induit un stress, ce genre d'exercice en public, qui est quand même considérable, en fait. Voilà. Comme ceci, c'est parfait. L'implant. En tout cas, on voit la précision du geste. C'est effectivement le calme et la précision du geste qui se voit d'autant plus sur un grossissement et sur un tel écran. Évidemment. Je ne sais pas quelle est la taille ici de l'écran, mais plusieurs mètres. Oui, tout à fait. Hein. C'est ce qui a d'ailleurs révolutionné la chirurgie ophtalmo. Hein. C'est l'apparition des microscopes comme ça qui ont permis une précision que l'on ne pouvait pas atteindre avec l'œil humain, évidemment. Le gel que l'on D'ailleurs, l'ancien précédent l'ancien professeur d'ophtalmologie, le professeur Galland, qui est décédé il y a quelques années, est un des fondateurs du festival qui n'était pas encore destiné au grand public à ce moment-là, mais qui était plus un festival de films documentaires, notamment avec des enregistrements d'interventions ophtalmologiques. Le professeur Galland, et on est en 1994. Oui, tout à fait. Oui. On va maintenant mettre l'implant. La greffe va être posée. La greffe bien transparente, préparée par la Banque des Yeux. Pour rappel, on a la fierté d'avoir la plus grosse banque en Belgique. Les techniciens, Julien, Mallory, Amélie, le responsable qualité, Vincent, c'est une très grosse équipe, mais on fournit 450 greffons par an en Belgique. Et vous voyez maintenant la transparence de la cornée par rapport à ce qu'elle était au départ. Le patient, dès demain, va revoir en réalité. Donc, c'est une opération qui a un petit côté magique comme ça. Et là, maintenant, on va procéder à une suture. Et ici, dans le cas présent, ce sera une suture en points séparés. D'habitude, on fait 8 points séparés, puis un surjet. Mais dans le cas présent, étant donné la présence d'une vascularisation intense, il est préférable de ne faire que des points séparés. Et donc maintenant, si une autre salle... On va vous laisser quelle taille de fil pour info du 10-0, 11-0, Oui, c'est un 12-0. nylon 10-0. C'est un nylon 10-0. L'aiguille fait environ 130 microns d'épaisseur et le fil lui-même est d'environ 30 microns. C'est environ un tiers de l'épaisseur d'un cheveu, en réalité. Si vous comparez... qu'en chirurgie, la numérotation, plus le chiffre augmente, plus le fil est fin. Est fin, exactement. Ça fonctionne. Oui, tout à Donc, fait. 4-0, par exemple, taille importante, par exemple, pour une suture cutanée. Ici, on est à du 10-0. En chirurgie vasculaire, on utilise généralement du 5, du 6 ou du 7-0 au niveau des coronaires. Ouais.
Et donc, Professeur ici, Lefebvre, on va vous laisser suturer puisqu'on est attendu chez le docteur Oman. merci beaucoup. On est Et ici revenez dans la salle? près de vous. Oui, Oui. on est avec vous. We are there. Si, je ne Oui, vous- on est revenu. Bernard, on est chez toi. Oui, voilà Philippe. Donc en fait, l'intervention se termine, comme tu peux le voir, la greffe est suturée par 16 points séparés. Et la raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la vascularisation périphérique fait que le surjet n'était pas très approprié dans ce cas-ci. Madame là est en train de rentrer le dernier point de suture. Donc les nœuds sont internalisés, ils sont mis à l'intérieur, de sorte que le patient ne sent pas les fils de suture, en fait. On voit au centre... Ce sont des de fils que l'on laisse. Ce sont des fils qui restent généralement entre 1 an et 1 an et demi en place. Mais vous voyez probablement un petit cercle orange sur le dôme cornéen. En fait, ce cercle orange, si je Oui. remets un petit peu d'eau, vous voyez qu'il est très régulier en fait. Et cette régularité détermine en fait le peu d'astigmatisme que la suture que le docteur là vient de réaliser occasionne au niveau de la greffe. Et donc, il y a un signe au démarrage de la suture qui est un signe important qu'on appelle le diamond sign. En fait, quand un tailleur de diamant commence à tailler un diamant, il doit faire un carré parfait. Et pour avoir un beau diamant, il va déplacer la taille d'un carré chaque fois de quelques degrés. Eh bien, dans une greffe, c'est la même chose. Les 4 premiers points doivent être absolument parfaitement équidistants, parfaitement avec une tension symétrique. Et si on obtient alors un aspect de carré dans le greffon, on sait qu'il y aura peu d'astigmatisme en fin d'intervention. Et puis, par ailleurs, lors de l'ajustement des sutures, ici, on met un colorant pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite. Il n'y en a pas. S'il y avait une fuite, le colorant serait repoussé, si vous voulez. Donc ici, en l'occurrence, là, il n'y a pas de problème. On va ensuite maintenant mettre un antibiotique dans la chambre antérieure. C'est fait déjà. Et on va maintenant procéder à une injection sous-conjonctivale d'un produit qui contient de la cortisone, de la dexaméthasone et un antibiotique. C'est en fait un anti-rejet, c'est une espèce de poche de produits anti-rejet que l'on fait autour de l'œil. En effet, dans les greffes de cornée, nous n'avons pas d'immunosuppresseur comme on le fait dans les organes solides, dans les transplantations d'organes solides. Alors, j'insiste encore une fois, mais c'est quand même un élément essentiel, c'est qu'il n'y a pas de greffe sans greffon, et il n'y a pas de greffon sans banque, et il n'y a pas de banque sans donneur. Nous avons la chance d'avoir une loi en Belgique qui est dite une loi positive, qui nous permet effectivement d'obtenir des greffons, mais réellement c'est un point essentiel. Si les gens peuvent faire une démarche positive de don d'organes et de tissus en allant dire qu'ils sont donneurs, ils soulagent les familles d'un choix qui est toujours problématique au moment du décès. Voilà Philippe, nous on a terminé. S'il y a des questions autour de toi ou dans la salle, tu n'hésites pas, tu me les relais et nous on a terminé ici l'intervention. En tout cas, je propose qu'on applaudisse toute l'équipe chaleureusement pour cette intervention. J'espère que vous Vous avez entendu les applaudissements, mais ils sont nourris. Merci.